présentation du Café Numérique. Donc, ça fait une petite dizaine d'années qu'on existe. Et donc, l'objectif du Café Numérique, c'est d'organiser des conférences sur les thématiques des tech, des nouvelles tendances tech. Et je pense qu'on a assez bien rempli notre mission ces dernières années. On a beaucoup parlé d'IA, parce que fatalement, c'est une grosse tendance forte ces dernières années. On essaie de varier un peu les contenus avec les réseaux sociaux notamment. Mais fatalement, ici, il y a une grosse tendance sur l'IA et c'est vrai qu'on va encore beaucoup vous en parler. Donc restez connectés pour suivre nos prochaines conférences parce que ça va encore beaucoup parler d'intelligence artificielle. Alors, le Café Numérique, c'est une conférence entre le bar et la conférence. C'est un mix entre le bar et la conférence. C'est aussi pour ça que ça s'appelle le Café Numérique, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que après, vous voyez qu'ici, on est à la Grand Poste. Une de nos oratrices aujourd'hui ne connaissait pas la Grand Poste, donc je vous inviterai à la fin de la conférence à l'inviter voir le côté bar. Mais ce qui est important aussi avec le Café Numérique, c'est ce côté networking et de pouvoir se connecter, échanger des cartes, échanger un peu faire son business entre futurs networkers. L'équipe, il y a moi, Mélissa, Samuel, consultant en communication et web, qui se trouve ici, qui aujourd'hui sera à la régie pour faire le montage et filmer la conférence. Seb, qui est ici à l'entrée, qui travaille dans la start-up, qui travaille chez Assiska. Et alors Jérémy, qui est notre expert IA ici, que vous connaissez aussi pour son fameux moonwalk. D'ailleurs, il n'a pas fait la dernière fois, quelqu'un me posait la question, et je pense que ce soir, à la fin de la conférence, il devra faire le moonwalk. Ça va? Alors, au programme ce soir, comme on l'a dit, donc c'est Sarah et Frédéric qui vous parleront des tendances LinkedIn et Instagram. Ça a beaucoup bougé chez Instagram ces dernières semaines. On en rigolait avec Sarah parce que c'était un peu les feux de l'amour version réseaux sociaux. Sarah vous parlera des tendances Instagram et Frédéric vous parlera de LinkedIn, le réseau professionnel qu'on connaît peut-être tous ou peut-être pas pour ceux qui découvrent aujourd'hui. Voilà, donc je vais laisser la parole à Fred. Bonsoir à tous, donc je suis Frédéric Ailleux-Dutilly et je suis vraiment ravie d'être là ce soir. Donc c'est une première pour moi, le Café Numérique de Liège. Je remercie beaucoup Mélissa de m'avoir invitée ce soir. Et c'est assez impressionnant parce que je ne m'attendais pas à ce que vous soyez 200. Et je vais essayer d'imaginer, 250, pardon. Je vais essayer d'imaginer que vous êtes 10 et que je fais... Bon, alors je vais vous raconter qui je suis très brièvement. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en faisant du marketing dans des grands groupes avec des fonctions assez classiques de marketing. Et je suis vite partie en expatriation avec ma famille où j'ai vécu à Shanghai, j'ai vécu à Londres. Et maintenant, je suis à Bruxelles depuis 8 ans. Je suis française et j'habite à Bruxelles depuis 8 ans. Et en 2020, donc pile au moment du confinement, j'ai créé une société qui s'appelle Secom Créa, qui aide les entreprises à se rendre plus visibles sur Internet. Alors, j'ai une double casquette. C'est que je propose à la fois des accompagnements sur LinkedIn et des accompagnements en référencement naturel sur Google. Jusqu'à cette année, je créais aussi des sites web. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis, j'ai arrêté. Et maintenant, je fais juste l'accompagnement de trafic. J'ai 2 types d'accompagnements. Je fais des accompagnements en groupe avec des bootcamps, que ce soit LinkedIn ou référencement naturel. J'en fais 1 par mois. Je suis à mon 10e bootcamp LinkedIn, par exemple. Je fais ça depuis 1 an. C'est des groupes de 8 à 10 personnes. Et puis, je fais des accompagnements sur mesure en entreprise ou en one-to-one. Voilà. Donc, je vous aurai la présentation. Je vous la communiquerai à la fin ou avec Mélissa, je ne sais pas. Et aujourd'hui, Mélissa m'a demandé de vous parler de ma première casquette qui est LinkedIn. Et je vais vous parler de l'évolution de LinkedIn et de l'IA en 2025. Donc, on est obligé de parler de l'IA pour parler de la façon dont LinkedIn va bouger en 2025. J'aimerais juste vous rappeler en préambule pourquoi c'est incontournable, juste avec 3 chiffres, pourquoi c'est absolument incontournable en 2025 d'être présent sur LinkedIn. Je ne sais pas s'il faut que je vous le rappelle, mais vous savez, si vous avez fait l'essai, LinkedIn, c'est le premier lien, si vous tapez votre nom dans Google, c'est le premier lien qui va ressortir. Donc, c'est la première chose qu'on voit si quelqu'un prend rendez-vous avec vous et vous googlise. Donc, autant avoir un profil LinkedIn carré
et maîtriser ce qu'on dit de vous sur Internet, parce que LinkedIn a un excellent référencement dans Google. Donc ça, c'est déjà la première raison. La deuxième raison d'être sur LinkedIn, c'est que c'est un réseau qui explose. Il y a 3 membres par seconde dans le monde qui créent un compte sur LinkedIn. Et donc, vos partenaires, vos clients y sont. La troisième raison, c'est que pour moi, c'est le réseau qui a le meilleur retour sur investissement. C'est-à-dire en termes de visibilité. Je trouve ça complètement dingue. Moi, j'y suis, pour juste parler de mon seul propre exemple, je fais depuis 2 ans 3-4 posts par semaine. Et j'ai une visibilité, je ne suis pas la plus assidue, je suis régulière depuis 2 ans, vraiment. Mais il y en a qui font bien plus que 3-4 posts par semaine. Et rien qu'avec 3-4 posts par semaine, j'ai entre 20 et 30 000 impressions. Donc 20 à 30 000 personnes. Cette semaine, j'ai 35 000. Enfin, là j'ai 35 000 impressions en ce moment. Donc il y en a qui font 10 fois plus. Mais je ne sais pas si vous réalisez qu'il y a 35 000 personnes qui voient passer mes posts dans leur fil d'actualité. Donc vous créez un vrai média. Et c'est je trouve que pour juste 3 posts, 4 par semaine, c'est une énorme visibilité. Donc rien que pour ça, en tout, moi, depuis 2 ans, j'ai fait 389 posts. J'ai plus de 2 millions d'impressions. J'ai bientôt 18 000 abonnés. Si vous me demandez tous, si vous me suivez tous ce soir, ça y est, je vais les atteindre. Et puis, je suis les derniers classements, même si je pense que là, c'est un peu baissé. Je suis top 5 du marketing and sales, la catégorie marketing and sales. On voit Fabien qui est 3e, qui est là. Je ne sais pas où il est, Fabien. Mais c'est pour vous dire que juste en créant des posts depuis 2 ans, on a une visibilité et on se crée une crédibilité rapidement, très rapidement. Alors maintenant, je vais vous parler de LinkedIn en 2025 et comment je vois les évolutions et les tendances. Parce que c'est toujours très difficile de dire des tendances de 2025. Donc quand Mélissa m'a dit, je me suis dit lesquelles je vais choisir. Et j'en ai choisi 3 et je vais vous parler des 3, de celles que je pressens en tous les cas. Et puis ensuite, suite à une discussion avec Mélissa quand on a préparé ce soir, je me suis dit que j'allais vous montrer 5 exemples très très concrets de comment moi j'utilise l'IA avec ChatGPT, parce que c'est la seule IA que j'utilise. Je me suis concentrée sur un outil. Et comment j'utilise l'IA avec LinkedIn. Voilà, c'était pour vous donner quelque chose d'opérationnel en fait. Alors, on commence par les tendances. Les 3 évolutions majeures. Le contexte, on part d'un constat, c'est que pour moi, en 2025, tout peut être faux. C'est vraiment, sur LinkedIn, tout peut être faux. Et sur les réseaux en général, mais vous pouvez avoir des faux profils. Vous savez, en 2021, l'algorithme a limité les demandes de connexion. On peut demander, faire 100 demandes de connexion par jour jusqu'à 2021. Et l'algorithme qui ne voulait surtout pas que LinkedIn devienne un réseau de prospection a limité à 100 demandes par semaine. Ça a été une catastrophe pour certaines entreprises qui faisaient de la prospection massive. Donc, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a vu une quantité de profils faux, avec des fausses personnes. Il suffit de générer une photo. À l'œil nu, on ne voit pas du tout que c'est une fausse personne. Et beaucoup d'entreprises se sont créées des fausses forces de vente virtuelles. Et alors, LinkedIn a essayé de combattre ça pour... vous avez dû voir sur vos profils LinkedIn, il y a des vérifications de profil où il faut mettre le passeport, etc. Et c'est pour vraiment vérifier que on est des vraies personnes. La deuxième tendance, c'est qu'on va voir arriver beaucoup de fausses vidéos. Et c'est assez hallucinant, les vidéos. Ça, c'est une vidéo que Mélissa, justement, avait partagée. C'est vraiment hallucinant parce qu'on peut se créer avec un outil qui s'appelle HeyGen. On peut créer un avatar. Et vraiment, quand vous regarderez cette vidéo, moi, j'avais du mal à croire que c'était un robot.
Vraiment, on aura du mal à dissocier le vrai du faux. Le troisième point, c'est on peut même faire des faux podcasts. Alors là, c'est moins hallucinant. Je ne vais pas essayer de vous montrer le podcast qu'il m'a créé parce qu'il est très réaliste en termes de texte, mais en 5 minutes, j'ai mis l'URL de mon site internet, c'est comme créa.com, et en même pas 5 minutes, en 1 minute, il m'a créé tout un podcast avec un échange entre 2 personnes où je suis interviewée sur mes services. LinkedIn, référencement naturel, et le podcast dure 4 minutes. Les voix sont très moyennes. On a l'impression que c'est un robot, alors que pas du tout la vidéo. Mais c'est pour vous dire qu'ils vont faire des progrès. L'outil Monica est pour moi pas encore au point, mais ça va vite progresser. Évidemment, on peut faire des faux posts qui, aujourd'hui, a déjà utilisé une IA pour faire ses posts. Quand même. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, j'essaye de lancer la vidéo, mais sur LinkedIn... Ça y est, c'est officiel, les amis, sur LinkedIn, plus de la moitié des contenus sont générés par l'intelligence artificielle. Voilà. En fait, 54% des contenus sont générés par l'intelligence artificielle sur LinkedIn. C'est fou quand même. Après, est-ce que c'est important? Je ne pense pas. Ce qui est important, c'est que le contenu soit bon. Mais ce qui est important, c'est ce que ça génère pour ceux qui les lisent. Ça génère pas mal de suspicions, d'agacements, etc. Ce qui génère le plus d'agacement, c'est les faux commentaires. Et ça, ils ont explosé, plus 340% de faux commentaires, les commentaires automatisés, depuis 6 mois. Et ça, je ne sais pas si vous les avez repérés sous vos posts, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui créent du contenu sur LinkedIn, mais vous pouvez utiliser un outil, à chaque fois je vous ai mis des liens pour les outils, qui s'appelle Engage IA, où vous pouvez choisir lien, tiens, tu vas me faire un commentaire plutôt funny, plutôt pas d'accord, etc. Et vous pouvez faire des commentaires automatisés en sélectionnant vos prospects. Alors, ça, pour le coup, ça, c'est embêtant parce qu'on touche à la relation humaine et on n'a pas du tout envie de discuter avec un robot. Et moi, à chaque fois que je crée du contenu, et je pense que tous les créateurs de contenu sur LinkedIn ressentent la même chose, et quand on me fait un commentaire, j'ai toujours un doute. Et je me dis, est-ce que c'est un humain à qui je réponds? Parce que je réponds à tous mes commentaires. Et à chaque fois, je me dis, est-ce que c'est un vrai ou c'est une fausse personne, quoi. Et en fait, ça génère beaucoup de méfiance, de suspicion et d'agacement. Là, je vous ai répertorié 3 posts. Je n'ai pas dû chercher très loin la semaine dernière. Je n'ose pas cliquer sur tous mes liens, mais là, c'est un post de mode à la veste qui a fait, je crois, 800 ou 900 likes là, au jour d'aujourd'hui, qui était il y a 3 jours, qui dit « Bonjour à tous, sauf ceux qui font des commentaires automatisés avec ChatGPT ». En gros, sinon, vous avez là, 2 jours avant, un post de Kevin Will qui fait un coup de gueule pour tous les commentaires automatisés qu'il a en disant qu'il passe du temps à créer du contenu et que ça le gonfle, que ce soit des robots qui commentent. Et puis là, vous avez aussi un post d'Andrea Ben Saïd qui dit « ça fait peur, plus de la moitié du contenu est faux ». Donc voilà, c'est pour vous donner l'ambiance, d'où les 3 évolutions majeures. L'humain va être au centre pour moi en 2025. Ça va être l'année du personal branding, de la marque personnelle et le retour aux relations vraies. Mais on parle sans arrêt d'authenticité, mais dans ce contexte, c'est vraiment pour moi le mot de l'année. C'est pour ça que le format de l'année sur LinkedIn, c'est la vidéo. Alors la vidéo sans avatar, évidemment, mais tout le monde ne fait pas des vidéos avec des avatars, mais faites des vidéos courtes, 30 secondes. Il y a un pro ici, Fabien, qui en fait souvent, verticales, très authentiques, sincères, avec de la valeur, et vous allez cartonner en termes d'impression.
Bon, je ne vous la mets pas entière, mais ça, c'est la tendance de LinkedIn. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est très authentique et on voit la personne en fait parler. Pareil, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'events et de live en vrai, et je vous conseille d'en faire, du networking et de communiquer dessus. Moi, je vais communiquer ce soir pour développer ma marque personnelle. Le storytelling qui va exploser parce que les CIO de plus en plus vont se mettre en avant pour raconter leur histoire personnelle. Là, c'est un chef d'entreprise qui a raconté comment il a sorti son entreprise de la faillite et il a fait plus de 4000 likes. Donc, il y a vraiment un intérêt sur les histoires humaines. On va voir aussi beaucoup se développer la mise en avant des salariés dans les entreprises, encore une fois pour mettre en avant la personne, avec l'employee advocacy qui va exploser. Et moi, je vois que j'ai plus de demandes d'entreprises, de personnes qui me demandent de former leurs équipes pour justement qu'elles se mettent aussi en avant avec leur personnalité, leurs histoires sur LinkedIn pour mettre en avant les marques. L'autre chose qui va du coup se développer, c'est vraiment le retour à l'humain. C'est la micro-influence B2B. Quand j'ai atteint les 10 000 abonnés, ce qui n'était pas énorme, mais j'ai commencé à avoir plein d'appels de partenaires pour parler d'un fauteuil de bureau, pour parler d'un outil, etc. Pourquoi ? Parce qu'on fait plus confiance à un humain presque qu'à une marque. Là, c'est une petite vidéo. Je me souviens de ton stage de 3e. Je sais pas toi, mais moi, j'avais vraiment zéro inspi. Et donc, ce sont mes parents qui m'ont aidé à le trouver. C'est une collaboration commerciale pour SFR et c'est une influenceuse qui parle de son histoire de stage de 3e. Donc, c'est vraiment, on parle de son histoire. Et la dernière chose sur ma tendance, l'humain au centre, c'est là, je reprends un petit peu ma casquette SEO et référencement naturel, c'est que la popularité aujourd'hui, elle se limite pas qu'à un seul canal, elle se limite à plein de canaux parce que la recherche, elle est multiple. Donc, il faut travailler sa marque personnelle, mais avoir les mêmes couleurs, les mêmes valeurs, la même image sur tous vos canaux. C'est-à-dire sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur votre fiche Google My Business. Et c'est important d'avoir le même message et véhiculer la même chose parce que la recherche, elle est multiple. Et même dans les sites Internet, vous avez vu que Google est sensible à l'autorité, la popularité des gens. Il va regarder, mettre en avant plus un article de blog si l'auteur est bien référencé, en gros. S'il a une grosse popularité. Et les algorithmes, ils se parlent vraiment entre eux. Sur les fiches Google My Business, depuis 2 ans, on doit rajouter les liens vers nos réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est important d'être populaire, tous les canaux. Donc, moi, ça fait partie de mes objectifs de 2025, parce que je suis nulle sur Facebook, Instagram, je vais l'être moins après l'intervention de Sarah, mais je ne suis pas du tout cohérente dans mes messages sur YouTube et tout, et c'est une erreur. Parce que vraiment, il faut soyez cohérent sur pensée, marque personnelle. Voilà. L'autre chose que je vois, l'énorme tendance que je vois se développer sur LinkedIn, en 2025, ça va bouger. Là, on va avoir la prochaine étude qui va sortir dans un mois sur le renforcement de tout ce qui est engagement invisible. Ce que j'appelle, enfin, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, c'est Caroline Mignot qui a commencé à parler de ça. C'est le dark social. Pour, en gros, contrebalancer la montée de tous ces commentaires automatisés, je pense que ça, c'est une supposition, que l'algorithme va mettre beaucoup plus de poids sur les échanges en privé, tout ce qui est invisible. Par exemple, si vous envoyez un post LinkedIn en message privé, ça aura beaucoup plus de poids que peut-être qu'un partage public qui peut être automatisé ou un commentaire automatisé que l'algorithme va peut-être au contraire pénaliser. Donc les échanges privés,
il faut les inciter. Par exemple, de plus en plus, moi, je mets à la fin de mes posts, si vous connaissez quelqu'un qui ce post pourrait aider, transmettez-le en message privé, par exemple. Ça va vous donner des points. Parce que l'algorithme va se dire, bah, tiens, si en message privé, on transfère son post, c'est que c'est intéressant. L'autre chose qui aura plus de points pour l'algorithme, c'est les longs commentaires authentiques, c'est les échanges, les conversations que vous aurez sous les posts, parce que là, ça montre aussi que c'est des vraies personnes qui échangent entre elles. Un robot, en général, et il me sort des idées de posts sur tous les jours. Et j'ai plus qu'à suivre. Et chaque mois, je lui donne mon nouvel objectif et il me donne mon nouveau tableau de calendrier. Et quand vous n'avez pas rempli votre bootcamp, je peux vous dire que vous n'arrêtez pas de publier. Vous dites pas. J'ai créé cette fois-ci, c'est autre chose. C'est pas un GPT, c'est la commande copywriter. Donc c'est /copywriter. Et là, je lui ai dit, quand je fais mon brouillon de poste, parce que je ne demande jamais à ChatGPT de créer les posts du début à la fin, parce que je trouve que c'est nul, ça se voit trop. Alors du coup, je fais toujours mon brouillon. Et par contre, je lui dis de me le restructurer et de me l'améliorer. C'est plutôt ça. Donc quand je fais un copier-coller de mon brouillon, entre guillemets, et je mets /copywriter, et j'ai paramétré cette commande copywriter. C'est juste, vous écrivez un prompt une fois, et vous dites à ChatGPT, mémorise, à chaque fois que je te demande /copywriter, tu me refais ce prompt. Donc le prompt, c'est quel est l'objectif du poste, quel est le meilleur angle. Je lui dis, trouve-moi, restructure-moi mon brouillon en 4 parties avec une accroche, le problème, la solution, le call to action. Et puis, je lui donne des règles de copywriting. J'ai une liste de règles de copywriting, des phrases courtes, percutantes, la voix active uniquement. Tu utilises le verbe, les temps au présent ou au futur. Pas de blabla, des listes à puces pour structurer le contenu, etc. Donc, je lui ai donné plein de règles et ça me fait gagner un temps fou. Et une petite astuce aussi que j'avais faite, c'est que souvent, ChatGPT, il a des tics de langage. Où ça sent à plein nez quand on ne les enlève pas que c'est du ChatGPT. D'ailleurs, il bourre des emojis, donc moi je lui dis bien, tu ne mets pas d'emojis. Et je lui ai demandé d'aller me chercher sur le web tous les tics de langage recensés qui font trait ChatGPT. Donc il m'a fait toute une liste en conclusion, tout ce qu'on voit où on se dit tout de suite, ça c'est ChatGPT. Donc il m'a fait la liste de tous ces tics. Et j'ai pris la liste et je l'ai mis dans la personnalisation de mon ChatGPT. Vous savez que quand vous allez dans la personnalisation de votre compte, vous pouvez dire quel style vous voulez qu'il utilise. Et moi, je lui ai dit, tu n'utilises jamais toute cette liste. Et du coup, ça m'a vraiment changé la façon de répondre de ChatGPT. Et puis, une autre petite astuce, c'est que souvent, je ne lui mets pas un brouillon de poste, mais j'utilise la commande vocale parce que je trouve que quand on dit un poste à l'oral, d'ailleurs, je conseille souvent à mes clients d'enregistrer leur poste à l'oral. Quand on dit un poste à l'oral, on parle de façon moins formelle. C'est moins formel. Donc, j'utilise la commande vocale pour dire un poste et je lui dis, inspire-toi de ce style moins formel pour restructurer le poste. Et le dernier, et après, je suis désolée si j'ai été longue, le dernier point, c'est amplifier les posts. Un post LinkedIn, ça dure 24 heures. Donc, quand vous vous êtes fait une infographie une infographie qui vous a pris 3 heures à la faire, moi, de temps en temps, ça peut me prendre 3 heures, et que vous savez qu'elle a une durée de vie de 24 heures, c'est assez dur. Du coup, je la mets sur d'autres canaux. Je la mets sur Pinterest. La durée de vie, c'est presque indéfini parce que là, vous êtes dans la recherche images de Google. Et moi, je fais 40 000 impressions sur Pinterest, rien qu'avec mes infographies. Je la mets sur mes posts de ma fiche Google Actu. Vous savez, sur la fiche Google My Business, vous avez la possibilité de faire des actus, des actualités. Je mets mes posts LinkedIn.
Je télécharge l'image et avec un lien vers mon site web et je la mets sur mon profil. Aussi LinkedIn, vous avez des publications. Donc mon post LinkedIn, il va vivre encore 3 fois. Mais Google n'aime pas le duplicate content. Il n'aime pas que ce soit exactement le même texte sur Pinterest, sur la fiche Google. Donc ce que je fais, c'est que j'ai créé un petit GPT qui s'appelle amplificateur de post. Je copie-colle mon post LinkedIn et je lui dis, tu vas me réécrire le post en 3 façons différentes. Un pour Pinterest, un pour la fiche Google et un pour mon profil, pour mes publications. Je relis même plus, parce que je sais que c'est moi qui l'ai écrit, donc c'est pas... Je relis même plus, je fais un copier-coller, je mets ça sur Pinterest et j'ai 40 000 impressions sur Pinterest sans avoir pas travaillé mon compte Pinterest plus de 5 minutes. Voilà, ça c'était mes petites astuces sur ChatGPT, les 5 exemples. Et je finirai juste par cette phrase, l'IA c'est un vrai levier de productivité, mais ce n'est pas un substitut. Utilisez l'IA pour aller plus vite, pour aller plus loin, mais ne lui laissez pas ce qui vous rend unique, c'est vous, c'est votre personnalité. Voilà, c'est tout. Merci Frédéric, c'était super intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre rapidement des questions. Bonjour. Vous parliez en fait sur les commentaires, les faux commentaires et tout ça. Comment pouvoir, où il y a peut-être une technique justement de voir entre l'humain, est-ce que c'est vrai si c'est un humain ou si c'est un robot? Non, on aimerait bien, mais en général, c'est des commentaires qui arrivent très vite. Ouais. Quelques minutes après où vous avez publié, ils sont paramétrés pour aller assez vite. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait, comme dans Photoshop ou quoi, qui peut dire, voilà, une marque, c'est non, mais ou pas. Vous avez vu l'étude même, les 54% qui disent qu'il y a 54% de contenus qui sont créés par l'intelligence artificielle. Même ça, on n'arrive plus trop à détecter ce qui est humain et ce qui est IA. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des posts qui étaient écrits par des humains qui étaient rentrés dans la catégorie IA et les posts qui étaient écrits avec l'IA qui étaient rentrés dans la catégorie humain. Je pense que il ne faut pas s'arrêter d'utiliser l'IA pour écrire ses posts et tout ça, parce que l'IA écrit mieux que des humains, mais aussi peut écrire pire que des humains. Et de la même façon, je crois que ce n'est pas ça qui est tellement important, c'est comment utiliser pour que, en gros, ça ne se voit pas. Pour les posts, c'est si vous l'utilisez vraiment bien et que si c'est vraiment votre valeur et votre personnalité, vous pouvez vous aider de l'intelligence artificielle pour le faire. Les commentaires, c'est encore différent parce que c'est la relation sociale. Donc, moi, je trouve que c'est ça qui agace, en fait. C'est que là, c'est vraiment pas du vrai, quoi. C'est juste pour faire de la prospection. Et donc, voilà. À part qu'il y ait des emojis et qu'ils ne soient pas intéressants, je crois qu'on n'a aucun moyen de voir que c'est un commentaire automatisé. Mais il y a des commentaires qui sont juste... les gens mettent « intéressant » et c'est des humains qui mettent ça. Donc... moi, j'écris ça souvent. Et ça, on pourrait croire que c'est un robot parce que je mets rien, j'ai pas le temps. On est tous comme ça, donc c'est très difficile à dissocier. Mais c'est vrai que ça explose et que les gens sont agacés de ça. Donc voilà, soyez de plus authentiques, encore plus. D'autres questions? Une question, oui. Okay. Bon, en fait, je voulais demander si, pour se faire connaître et trouver des clients via LinkedIn, est-ce que c'est mieux de le faire depuis son profil personnel ou depuis une page d'entreprise? Alors, son profil. Le profil, c'est pour la visibilité. Vraiment, vous avez plus... déjà parce qu'on aime échanger avec un humain plutôt qu'avec un logo. Il faut avoir une page aussi, hein. Mais pour la visibilité et pour les échanges, c'est mieux de le faire avec son profil perso. Vous avez...
vous les mettez sur votre profil. Que vous avez plusieurs activités différentes. Moi, j'ai 2 casquettes aussi. De temps en temps, je réponds avec ma casquette SEO. C'est vrai que c'est la même activité, mais ça, c'est pas grave. Vous pouvez avoir plusieurs activités différentes et vous avez une seule expertise. Là, quand vous répondez, donc... Vous aurez plus de visibilité avec votre profil et plus d'engagement aussi. Petite question par rapport au jargon. Vous avez mentionné dans les slides qu'on ne doit pas utiliser trop de termes, j'imagine, techniques du jargon. J'ai justement lu l'inverse dans les analyses d'algorithmes de 2025. Est-ce que le jargon doit être utilisé ou pas, en fait? Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'utiliser des termes techniques qui sont liés au métier proprement dit. Par exemple, je travaille dans le cinéma et il y a, comme dans tous les métiers, des raccourcis, des abréviations, des lettres utilisées à bon escient. Est-ce que ces lettres aident ou pas à obtenir de la visibilité? Non, moi je pense qu'il faut que, dans les postes en tous les cas, il faut que vous soyez compris par un niveau 2 et par un niveau 3. Donc des gens qui ne sont pas forcément dans votre domaine, mais il faut que votre poste soit compris justement par des gens qui ne sont pas dans votre domaine pour que ça prenne. Et puis c'est eux qui vont vous apporter de la visibilité. Et vaut mieux être compris par le plus grand nombre. Après, sur votre profil, vous pouvez travailler les mots-clés techniques. Vous pouvez mettre dans vos compétences des mots-clés techniques. Vous pouvez suivre des hashtags techniques. Alors là, vous dites à l'algorithme, montre-moi avec des personnes qui suivent ce hashtag super technique. Mais mettre des hashtags dans le post, c'est pas, c'est plus, il y a plus de. Alors LinkedIn n'est pas tout à fait d'accord sur le sujet et il y a beaucoup de débats sur les hashtags, mais les hashtags en fait n'aident plus à rendre un post plus visible parce que l'algorithme a fait tellement de progrès qu'aujourd'hui il est capable de contextualiser un post et de comprendre à qui le montrer sans qu'on rajoute le hashtag. Et du coup, quand on met quand même un hashtag, quand on met un hashtag, on parle à un robot, on ne parle pas à une personne. Et moi, je trouve que ça pénalise le post parce que ça veut dire que vous voulez... avant, je mettais un hashtag SEO pour lui donner un coup de pouce et je me disais au moins, il va me montrer ça à des gens qui connaissent le SEO. Et puis en fait, il n'y a même plus besoin. Il n'y a plus besoin. Voilà. Merci Frédéric, c'est super intéressant. On peut applaudir Frédéric pour sa présentation. Et s'il y a d'autres questions sur LinkedIn, je vous invite à continuer dans le bar par après. Et donc, je laisse la parole à Sarah, qui va nous parler d'Instagram. Et heureusement, Adam Mosseri est beaucoup plus loquace sur les tendances Instagram. Parce que c'est vrai que, comme dit Fred, c'est un peu plus obscur, les tendances LinkedIn et ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, etc. C'est souvent sur base d'analyse de beaucoup de données. Mais ici, pour Instagram, c'est le contraire. Adam Mosseri fait beaucoup de vidéos. C'est pour ça qu'on a parlé des feux de l'amour d'Instagram en début d'année, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces. Et Sarah va nous en parler. Ok. Vous m'entendez bien? On y va? Alors, moi, je vais vous parler en effet donc, de Instagram. Donc, l'équipe du Café Numérique, je l'en remercie, m'a confié la lourde tâche de vous présenter les tendances, ou devrais-je dire les dramas d'Instagram. Donc, de vous confier les tendances et toutes les dernières nouveautés qui sont sorties jusqu'à encore hier. Donc, voilà, j'espère n'avoir rien loupé. Mais c'est parti, il y a du taf. Donc, brièvement, donc moi je m'appelle... c'est très grand. Je m'appelle Sarah, je suis donc digital stratégiste, donc je fais de l'accompagnement et du consulting en stratégie digitale pour entrepreneurs, beaucoup pour femmes entrepreneurs, mais aussi avec des agences et avec des marques. Je suis aussi speaker comme ce soir. Je donne aussi des formations et en parallèle, je suis fondatrice du média Nicole Magazine, média qui female gaze la société. Pas le sujet ce soir, mais vous pouvez tout de même aller jeter un petit coup d'œil. Alors, avant de commencer, je me suis posé la question,
c'est quoi en fait les tendances? Quand est-ce qu'on peut parler de tendances? La réponse que je vous propose ce soir, c'est que les tendances, c'est un mix, en fait, un joyeux mix de ceux qui sont Instagram et ceux qui font Instagram. Ceux qui sont Instagram, c'est l'équipe, c'est notre fameux Adam Mosseri, que je vous invite d'ailleurs à suivre sur son profil Instagram. Et ceux qui font Instagram, c'est vous, c'est moi, c'est les utilisateurs. Et donc on va parcourir brièvement qui sont ces utilisateurs, qui fait aussi bouger les tendances Instagram, puisque tout ne se décide pas uniquement dans les bureaux d'Instagram, il y a quand même une écoute de ce que l'audience de la plateforme propose. Alors, brièvement, donc sur Instagram, il y a plus de 26 millions d'utilisateurs actifs en France. Ce sont des chiffres français, mais on peut aisément les comparer à la Belgique. 54% de femmes, 46% d'hommes, et plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Je crois qu'on peut dire que c'est assez énorme. Au niveau de l'âge, c'est des questions qui reviennent souvent. Donc la majorité des utilisateurs d'Instagram ont entre 18 et 34 ans, suivis quand même par les 35-44 ans. On voit qu'il n'y a pas une grande différence entre hommes et femmes, donc ça c'est assez intéressant. Alors Instagram, c'est la plateforme préférée pour les vidéos des community managers, avant YouTube, avant TikTok, pour l'instant en tout cas. Donc ça c'est aussi intéressant, la vidéo, on va en reparler évidemment tout à l'heure. Au niveau du retour sur investissement, donc Instagram a un très bon retour sur investissement, mais on voit que les professionnels de la com, les entreprises et les agences prévoient d'investir plus dans TikTok dans les années à venir. Donc on voit la place de la vidéo à nouveau. Alors en termes de format, ceux qui font Instagram, qu'est-ce qu'ils postent? Les stories, c'est 70% des publications qui ont été analysées. Les réels, c'est les champions de la portée, de la vue unique, même si j'ai vu tout à l'heure que ça baisse un petit peu, mais voilà, je n'ai pas eu le temps, vous en doutez, d'actualiser en quelques heures. Mais ça reste quand même les champions de la portée. Et alors les carousels, donc ça c'est un peu l'actu de cette année. Les carousels boostent hyper fort l'engagement, les likes, les commentaires. On va aussi en reparler, mais les posts ne sont pas morts. Il n'y a pas que de la place pour la vidéo sur Instagram. Alors la fameuse question, mais on poste quand? Alors selon la dernière étude ici de 2024, l'heure où poster, c'est 20h, suivi de près par 19 et 21h. Et les jours, on a un petit changement par rapport à l'année passée. On est plutôt sur le mercredi et le vendredi à la place du lundi et du jeudi. À nouveau, tout ça, ce sont des stats. L'important, c'est votre audience, d'où l'importance de suivre vos stats et vos performances à vous. Alors, je vais vous présenter 6 tendances que j'ai nommées. Voilà. Donc, la première, on en parlait justement, le dark social est-il devenu le vrai social? Ensuite, storytelling, overselling, on va toutes les parcourir évidemment. Les actus Insta, les dramas, on va tous les parcourir. Le référencement, social media, SEO, social media. Est-ce que le social est plus important que le média? Et puis l'IA, évidemment, avec ChatGPT. Alors, on va commencer par la première. Donc, est-ce que le dark social est devenu le vrai social? Alors, c'est quoi le dark social? Donc, on remarque que sur Instagram, on a un réseau à 2 vitesses. Donc, on a d'une part le flux, le fil d'actualité, les posts qui surgissent à nous dès qu'on ouvre l'appli. Et d'autre part, le dark social. Donc, ce qu'on ne voit pas réellement, c'est le réel que vous envoyez à votre groupe de potes, d'un truc qui vous fait marrer, d'une rêve que vous avez. Et donc, c'est tout cette manière de rentrer dans les discussions privées, dans l'intime, finalement, des gens, qui est hyper difficilement mesurable par les plateformes, pour l'instant en tout cas. Ça va certainement changer. Mais donc, c'est vraiment un nouvel enjeu. Arriver à rentrer dans les conversations privées pour Meta, qui soit évidemment sur Insta, mais aussi sur d'autres plateformes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec, en tant que professionnel de la com, ou même qu'entreprise, oui, il faut créer du contenu qui soit prêt à poster, suivre le briefing qu'Instagram nous propose, mais aussi la nouveauté et l'enjeu de cette année, ça va être réfléchissons à du contenu prêt à partager aussi. Qu'est-ce qui va faire que ce contenu-là, il va se glisser dans les conversations privées des gens, il va faire penser à une ref, voilà. Comment est-ce que je rentre encore plus dans la communauté? 3 éléments importants, 3 KPI. Le watch time, donc vraiment le temps de visionnage, notamment des réels. C'est un KPI super important. Les likes et les envois. Donc les envois, on est aussi dans cette idée de partager, de montrer ce qu'on a aimé à notre entourage, à nos amis.
Un exemple très clair du prêt à partager, c'est le Spotify Wrapped. Ça, c'est vraiment le contenu qui est créé pour être partagé, il n'a aucune autre utilité. Donc, c'est ce qui est intéressant avec ce contenu-là, c'est la réflexion qu'il y a derrière lors de créer du contenu. Comment est-ce que vous pouvez vous approprier, en tant que marque, en tant qu'agence, en tant qu'entrepreneur, vous approprier ce code de, finalement, c'est un contenu que je vais partager, mais que j'aimerais que les autres partagent. Et donc, c'est cette idée de viralité. Et on peut dire que Spotify a vraiment tout compris à ce niveau-là. Deuxième point, storytelling over selling. On veut plus. Aujourd'hui, on attend plus des entreprises, des entrepreneurs, que juste vendre des produits ou vendre ses services ou montrer ses offres. Le profil Instagram, ce n'est pas plus une vitrine, il faut aller plus loin. Il ne faut pas oublier que Instagram reste un réseau d'entertainment, c'est du divertissement. Et donc, la grande question, ça va être comment est-ce que je rends mon contenu divertissant tout en restant, et je passe à la deuxième ligne, qualitatif. Aujourd'hui, plus que jamais, la qualité, elle prime sur la quantité. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, il vaut peut-être mieux poster moins, mais poster un contenu qui soit vraiment quali. Si ce n'est pas le cas, vaut mieux s'abstenir. On peut peut-être parler de story selling, du coup. Comment est-ce que je raconte une histoire autour de ce que je vends, de mes produits, de mes offres, et comment je partage plus que uniquement mes produits et mes offres. Il y a plein de manières de faire du storytelling. On en parlait, le building public, le personal branding, tout ça, ça participe au storytelling. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est l'écoute sociale, le social listening, c'est-à-dire écouter ce que l'audience dit sur notre marque pour pouvoir s'en servir comme storytelling. Là, je vais vous partager deux campagnes qui ont vraiment absolument tout compris. La première, c'est la marque de skincare CeraVe, voilà, on le prononce comme on le peut. Alors, c'est une campagne qui démarre d'une légende, une légende digitale qui est née sur les réseaux sociaux, qui disait que l'acteur Michael Cera était lié à la marque. Et donc, la marque s'est appropriée, en collaboration évidemment avec une agence de communication, s'est approprié cette légende pour en faire une campagne. La campagne, elle fonctionne en 2 temps. Premier temps, il y a une fausse rumeur qui est répandue, comme quoi, en effet, l'acteur est lié à la marque. Il y a la complicité d'influenceurs qui sont très très fort suivis, et donc on voit des vidéos avec l'acteur qui distribue des produits ou avec les produits autour de lui. Bref, il y a vraiment un bruit. Voilà. Il y a vraiment la complicité des influenceurs pour alimenter ces fausses rumeurs. Deuxième temps, le point culminant en fait de la campagne, c'est la diffusion du spot Révélation pendant le Super Bowl. Et donc là, c'est un succès énorme. C'est marrant aussi puisqu'il y a d'abord une communication avant de poster le grand spot, alors que souvent on voit l'inverse. Et donc, ce que cette campagne nous dit, c'est qu'en réalité, le point de départ, c'est l'écoute sociale. Et cette écoute sociale, elle donne lieu à un storytelling qui est créé tout autour. Ça, c'est un chouette exemple de comment utiliser les commentaires de la cible. La deuxième, c'est la marque Loewe. C'est une marque de luxe espagnole qui souffre, ou en tout cas souffrait, de la confusion sur la prononciation de son nom, et qui en a joué, après de multiples commentaires de ses clients, de son audience. Ils ont créé une campagne qui joue sur cette prononciation, donc une espèce d'émission télé qui s'étend sur plusieurs époques. Le spot est vraiment génial, je vous invite vraiment à aller le voir, et qui joue sur épeler le nom et puis comment le prononcer. Et donc à la fin, voilà, on a la vraie prononciation, mais à nouveau, il y a tout un storytelling qui est fait autour de commentaires au départ de la cible et des clients. Alors, on arrive au gros morceau, les actus Insta. Voilà, normalement, il y a tout, j'espère. Tout est là. On va les passer en revue. Alors, le premier, c'est évidemment le format carré, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est fini. Rien d'autre à dire. On n'en veut plus. Donc maintenant, on passe au rectangle sur le feed. Attention, ce n'est pas le même rectangle que les covers des réels. On n'est pas encore sur le même format. Donc ça, c'est la fin d'une ère, mais c'est aussi un soulagement, je pense, pour tous les community managers qui devront plus réfléchir à un post qui fonctionne en carré et en rectangle. Voilà, je pense aux graphistes de la salle. Donc voilà, format rectangle sur le feed, mais pas le même format que les réels. Alors, les réels passent à 3 minutes.
c'était 90 secondes, on passe à 3 minutes. On n'a pas encore tous l'option 3 minutes, c'est en train d'arriver chez tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout à coup, il faut faire que des réels de 3 minutes. Voilà, l'algorithme, enfin la plateforme nous le permet, c'est super. Maintenant, le plus important, c'est de savoir ce que votre audience consomme. Ça reste le plus important. Et alors, j'enchaîne directement avec la troisième case. Pourquoi des réels plus longs alors qu'on était à l'ère du snack content et du toujours plus court? Adam Mosseri le dit lui-même, c'est pour vous permettre de tell the stories, donc de raconter les histoires. Ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire avec le storytelling. Et la meilleure manière de savoir si oui ou non il faut passer au réel de 3 minutes, eh bien, c'est de tester, ce qui m'amène à ma quatrième case, le mode essai, qui est un nouveau mode aussi que Instagram a lancé, qui doit être activé. Il permet de tester, les réels. Ça fonctionne en 3 temps. Vous postez votre réel, pendant 24 heures, il n'est pas montré à vos abonnés. Donc il n'apparaît pas sur votre feed, il n'est pas montré à vos abonnés, il est uniquement montré aux non-abonnés. Ça vous permet de voir les performances. Si au bout de 24 heures, les performances sont bonnes, vous voyez qu'il y a de l'engagement qui prend autour, à ce moment-là, vous pouvez décider de le poster sur votre feed à vous pour vos abonnés ou pas, ou de le supprimer et personne n'a rien vu, ça n'existe pas. Donc les réels de 3 minutes, faut-il les utiliser ou pas? Tester, en fait, tout simplement. Alors, les carousels, je vous le disais, on aurait pu croire que les photos, c'était fini sur Instagram. Ce n'est pas le cas. Les carousels reviennent en force et les carousels, en fait, ils vont permettre quoi? Eh bien, de raconter des histoires, à nouveau. Donc, on peut aller plus loin que les photodumps, les récaps du mois, etc. On peut mettre de la vidéo dans les carousels, on peut les animer, rajouter du texte. Voilà, on peut vraiment faire plein de choses, ajouter de la musique aussi dessus et donc se servir de ce format-là pour raconter aussi une histoire. Alors, Instagram a aussi annoncé qu'ils lançaient leur application de montage vidéo qui s'appelle Edit, qui sort le 13 du 3 ou le 15 du 3. Il y a deux versions, on va dire le 13. Vous pouvez déjà la télécharger et le jour où elle sort, vous aurez une notif et vous l'aurez directement. Donc cette application-là, elle va venir remplacer CapCut d'une certaine manière, puisqu'on peut imaginer qu'Instagram va booster et va mettre en avant les vidéos qui sont montées avec cette app-là, plutôt qu'avec une autre app. Donc ça, voilà, à voir, mais je crois qu'on peut aisément imaginer la suite. Alors les stories à la une, c'est bientôt fini aussi, donc désolé à tous ceux qui ont passé des heures à préparer les stories à la une, c'est bientôt fini. Elles vont apparaître dans le feed, voilà, on va voir ce que ça va donner, mais voilà, plus la peine de vous embêter avec les stories à la une. Le feed, alors il y a un nouveau feed, activité des amis, donc vous l'avez peut-être déjà remarqué, quand vous regardez dans vos réels, il y a un screen juste après, enfin plus tard, vous pouvez voir ce que vos amis ont liké. Donc l'explication d'Adam Mosseri, c'est pas pour stalker, hein, c'est pour, enfin voilà, quoique, c'est pour connecter autour d'intérêts communs avec vos amis. C'est vraiment comme ça qu'il le présente. Donc on peut voir ça de manière positive, ça va complètement à l'encontre de ce que fait par exemple X, ex-Twitter, qui anonymise de plus en plus les likes, etc. Ici, voilà, on peut le voir, mais on voit que c'est toujours dans cette idée de connecter les gens autour d'intérêts communs. Et la dernière chose, donc c'est le point sur la musique. Donc j'ai mis musique dynamique, attention, +++. La musique dynamique est plus importante que les audios tendances. Donc voilà. Alors si un audio tendance est dynamique, c'est super. Maintenant, s'il faut privilégier une musique dynamique ou un audio tendance, on va privilégier une musique dynamique. Vous m'avez compris. Alors l'algorithme, donc il n'y a pas de grandes différences entre les deux, mais je trouve que c'est quand même important de le mettre. Il y a un algorithme pour les abonnés et un pour les non-abonnés. Le plus important, vous le voyez, c'est le temps de visionnage, le watch time, pour les réels en l'occurrence. Vraiment, c'est la première chose à faire attention. D'où l'importance de travailler les accroches. Accroche orale, accroche visuelle, peu importe. Mais les vidéos, bonjour, je m'appelle Sarah et je vous parle d'eux, on n'est pas dans une accroche, sauf si je la fais en faisant le poirier. Il faut une accroche, quoi. Et vraiment, penser la vidéo avec une accroche, peu importe comment elle est au départ. Ensuite, les likes et les partages se disputent la 2e et 3e place. Mais on voit qu'il n'y a pas les commentaires dans les KPI les plus importants. Donc, voilà, à noter. Ce n'est pas pour ça qu'il faut complètement négliger les commentaires, mais ils ne rentrent pas vraiment dans l'ordre, dans les priorités. Alors, 4e point, le référencement. Social media, SEO, social media.
Alors, les social media, on le disait tout à l'heure aussi, apparaissent également dans les recherches Google. Donc, on va rechercher sur Google, un post Instagram peut apparaître dans les recherches Google. D'où l'importance de travailler vos mots-clés, votre SEO et vraiment tous les textes. Alors, tous les textes, c'est vraiment tous. Votre nom, votre bio, les captions, mais aussi les textes dans vos visuels et sur vos vidéos. Alors, la grande question, quid des hashtags ? On nous disait l'année passée que les hashtags étaient morts, que c'était fini. Alors, ils n'ont pas été morts et enterrés en 2024, mais ils ne sont pas en grande forme non plus. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de moins en moins de recherches via les hashtags, ça on le sait. De là à devoir complètement les abandonner, en fait, moi, ce que je vous invite à faire, c'est regarder vos stats. Est-ce qu'il y a une audience qui arrive via les hashtags ? Si c'est le cas, super, go, continue. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le moment de l'énergie que vous mettez dans la recherche de hashtag, de la stratégie hashtag, de la mettre vraiment dans une recherche de mots-clés et de plutôt privilégier alors le SEO. Ça reste des mots. Donc avec ou sans le dièse devant, voilà. Moi, ce que je conseillerais, c'est de privilégier vraiment une stratégie de mots-clés qui apparaissent partout pour avoir une cohérence dans tous vos posts. Alors, est-ce que le social est devenu plus important que le média ? Donc ça, c'est la grande question. Comment rendre le social plus humain ? C'est très paradoxal parce qu'on est dans du digital, voilà, le moins humain possible. Et pourtant, on est toujours dans cette recherche d'authenticité, on le disait, et d'humain et de le remettre au centre. Et ça, c'est vraiment l'enjeu pour les agences, pour les marques, pour les entrepreneurs, dans la communication. Comment est-ce qu'on rend le social plus humain et comment est-ce qu'on met l'humain au centre du social ? Et ça, c'est pas toujours simple. Alors, plusieurs choses. Les interactions. Donc ça, on vous le disait. Les commentaires n'entrent pas dans les favoris de l'algorithme. Pourtant, ils jouent aussi. Les partages en message privé. Voilà, on vous invite vraiment à interagir. On vous invite aussi à avoir un positionnement, une stratégie social first. Donc, de penser dans vos contenus, du contenu réseaux sociaux, et de ne pas penser un contenu et je vais mettre le même sur ma brochure, sur ma carte de visite, sur mon site et sur les réseaux sociaux. Ça ne fonctionnera pas. C'est des supports différents, il faut réfléchir différemment. Donc, avoir une pensée, vraiment un mindset social first. Alors, le GC, il vient juste après l'UGC. Donc, l'année passée, on avait le User Generated Content, donc le contenu généré par des utilisateurs. Il n'est pas mort, il est toujours là. Mais cette année, on voit l'EGC. Là, c'est l'employé Generated Content. Et donc, c'est comment les entreprises vont vraiment pousser ou en tout cas élaborer une stratégie qui englobe les employés avec leur profil privé dans la stratégie de l'entreprise. On préfère s'identifier à des humains plutôt qu'à une entreprise. Donc, ça passe par la vie en entreprise, mais aussi un poste d'expertise d'un membre de l'entreprise qui aide à appuyer finalement l'expertise de l'entreprise derrière et d'humaniser tout ça en fait. Donc ça vraiment pour les entreprises ici, je pense qu'il y en a pas mal aussi dans la salle. Le GC, il faut vraiment capitaliser à fond dessus pour 2025. Les influenceurs naturels. Donc là, j'utilise influenceurs, mais on ne parle pas de micro, nano, etc. On va plutôt parler de... en fait, votre ami qui est toujours bien fringué, bien coiffé, votre ami qui part sur des beaux hôtels en vacances, à qui vous allez aller demander, en fait, t'as acheté où ton pantalon ? T'es parti dans quel hôtel ? Tu vas où chez le coiffeur ? C'est eux. Et à nouveau, c'est difficilement palpable et c'est difficile de mettre ça dans des KPI, mais c'est eux que les marques vont chercher à activer. Je parle marque, agence, entrepreneur, toujours. C'est eux qu'on va chercher à activer parce qu'on leur fait confiance, parce que le monde de l'influence a subi pas mal de tourmentes aussi ces dernières années. Et donc, c'est vraiment, en fait, on va chercher de la proximité, quoi, à nouveau, et de l'authenticité. Et voilà, authenticité humaine, c'est vraiment hyper important. Et donc, est-ce que le social est plus important que le média ? Je pense qu'on peut dire aujourd'hui, en tout cas pour 2025, c'est l'approche qu'il faut avoir. Voilà le feed activité des amis que je vous disais. Donc, il y a vraiment les photos des amis sur le côté. Vous pouvez aller voir uniquement ce que vos amis ont liké. Et le dernier point, l'IA. ChatGPT++. Alors, ChatGPT, c'est votre meilleur collègue, c'est votre meilleur stagiaire, c'est votre meilleur ami, c'est votre meilleur allié pour votre création de contenu. Que vous soyez à nouveau une agence, une entreprise ou un solopreneur. Et Dieu sait que c'est compliqué pour les solopreneurs qui ne travaillent pas dans la communication de base, de gérer aussi leur com. Donc en fait, utilisez ChatGPT un maximum. ChatGPT, il vous aide sur toutes les phases de création de contenu.
la stratégie, évidemment. La créa, alors la créa, je l'ai mis en orange parce que selon moi, c'est le point où vous pouvez aussi vous démarquer et vous avez encore un enjeu et un rôle à jouer encore plus fort dans la créa. C'est peut-être ce que vous faites encore mieux que ChatGPT. Parce que le reste, à mon avis, voilà, c'est kiff-kiff. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. La rédaction, alors ça, le copy, la rédaction, voilà, la stratégie de mots-clés, ChatGPT, il vous aide à l'implémenter, il vous aide à la créer, il vous aide vraiment à être en accord avec ce que votre cible attend de vous et ce que vous voulez communiquer. La diffusion, pareil pour les campagnes payantes, si vous êtes pour l'audience, voilà, vraiment, aujourd'hui, ne pas utiliser ChatGPT pour la création de contenu, c'est une erreur, voilà. J'utilise des mots un peu forts, mais c'est une erreur. Donc voilà, vraiment, il peut vous alléger et vous faciliter la vie. Et voilà. Alors, si vous devez retenir une chose de tout ce que je viens de vous raconter ici, c'est ça. C'est un peu le parcours des agences, responsables marketing, etc. aujourd'hui. On travaille la stratégie, ça passe en créa, on diffuse et puis on fait un reporting. Et vraiment, l'enjeu hyper important pour cette année, c'est le partage. Et donc, incorporer directement le partage dans votre stratégie, avoir peut-être une stratégie de partage et vraiment réfléchir vos contenus pour qu'ils soient partageables. C'est pour moi l'enjeu ici dans toutes les nouveautés qu'on vient de voir. Et je terminerai par ma phrase préférée. Everything is content, tout est du contenu. Donc ça, n'oubliez pas. Voilà, sortez votre téléphone, faites du contenu et vous verrez l'histoire que vous racontez derrière. Mais l'histoire, c'est vous, ça part de vous. Donc ça part de ce que vous filmez, de ce que vous prenez en photo. Donc voilà, je vous dis merci et n'hésitez pas, on peut se connecter et en discuter sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci beaucoup. Ah, merci, ça fonctionne? Oui? Non? Merci Sarah, et merci de ne pas être étranglée. Est-ce que vous avez des questions? Oui, là-bas tout au-dessus. Le temps qu'on arrive, je vais peut-être poser une question à Sarah parce que tu t'es lancé un challenge de 31 jours, 31 vidéos. Je sais que c'est une question qu'on pose souvent, l'outil que tu préfères ou que tu utilises pour faire des vidéos courtes. Tu as parlé de dynamisme, etc. Donc, un outil peut-être pour des personnes qui seraient intéressées. Oui. Moi, pour cette série de vidéos et pour toutes mes vidéos, j'utilise CapCut. Vraiment, voilà, CapCut à fond. Et d'ailleurs, pour cette série de vidéos, j'ai vraiment travaillé avec ChatGPT pour le message que je voulais passer, pour m'aider dans la rédaction des 31 vidéos, pour m'aider dans la structure en partant d'un hook visuel avec une accroche, etc. Et dans la stratégie de mots-clés aussi. Donc ça a été un super outil. Je suis repassée derrière parce qu'il y a un ton évidemment à avoir, mais oui, il m'a pas mal aidé. Ok, merci. Moi j'ai une petite question sur le mode essai, parce que du coup c'est un tout nouveau truc. Et est-ce que c'est pour toi une bonne technique pour toucher des nouvelles personnes? Parce que voilà, c'est bien d'essayer, etc. Mais est-ce que ça peut carrément être une stratégie pour aller toucher des non-followers et essayer de les agripper, entre guillemets, à notre cause? Merci pour ta question, Robin. Oui, je pense que ça peut faire partie, en effet, d'une stratégie pour aller toucher de nouveaux followers. Totalement d'accord. Maintenant, j'avoue, je suis un peu perplexe avec cette option. Parce que je pense que les meilleurs ambassadeurs de ton contenu, ce sont les gens qui te suivent et qui te connaissent déjà. Et donc, d'une certaine manière, on perd le premier cercle, on va dire, qui est souvent le premier à liker, le premier à prendre, à mettre de l'engagement sur le post. Mais voilà, c'est à tester. Et je pense pas que c'est parce qu'on va pas utiliser le mode essai qu'on va pas toucher de nouvelles personnes, honnêtement. Ça se joue aussi par là. Mais le mode essai peut aller là-dessus. Je l'utiliserai plutôt pour une stratégie de test de nouveaux contenus, tu vois. Voilà, je parlais des réels de 3 minutes ou vraiment un nouveau truc qui change peut-être un petit peu de ce que tu fais d'habitude. C'est peut-être là l'occasion d'aller voir, d'aller chercher d'autres réactions derrière et de voir comment ça prend, quoi. De rien. 1, 2. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Moi, j'ai une question qui casse un peu l'ambiance, mais je ne peux pas dissocier de mon métier parce que je suis conseillère en développement durable. Du coup, j'entends ChatGPT partout et c'est un petit peu compliqué parce qu'à la fois, j'ai ma casquette d'entrepreneur qui
réalise bien que ça devient un incontournable. Et à la fois, on commence à avoir des données qui sortent aussi sur l'impact de ChatGPT. Et genre, pour info, dans les personnes dans la salle, 10 demandes par jour sur ChatGPT, à la fin de l'année, ça fait 1 tonne de CO2, qui est l'équivalent de la moitié de ce que vous êtes censé produire par an. Donc, c'est quand même une grosse question. Donc, je me demande s'il y a des limites en fonction des domaines, parce que, en fait, moi, si je l'intègre dans ma stratégie, je pense que je vais mettre pas mal de personnes dans mon domaine de fâché. Et en même temps, au-delà de la stratégie purement commerciale, ça pose aussi une grosse question sur les évolutions. Parce qu'en fait, là, pour le moment, c'est l'euphorie de la nouveauté. Mais je me demande comment ça va vraiment évoluer aussi par la suite et à quel point est-ce qu'on va avoir des restrictions sur ce type d'utilisation et de ce développement-là. Donc voilà, j'ai conscience que ma question est un peu chiant. Pas du tout. Mais je pense que c'est aussi important de parler de cet angle-là dans la création de contenu, qui est un peu une course à toujours plus et tout le temps. Et c'est un peu fatigant aussi, quoi. Voilà. Ouais. Oui, tu as totalement raison. Alors moi, il y a 2 choses qui me viennent. La première, c'est tes valeurs à toi, en fait, et les valeurs de ton entreprise aussi. Si utiliser ChatGPT n'est pas en accord avec ce que tu proposes à tes clients, ni avec tes valeurs à toi, en fait, non. Voilà, c'est le plus important, parce que tu vends une entreprise, tu vends une image, tu vends des services. Donc si tu n'es pas en accord derrière avec ce que tu fais, voilà, clairement, ça va bloquer à un moment donné. Pour l'aspect plus technique, etc., je ne vais pas m'avancer là-dedans. On pourra en discuter aisément avec Jérémy, je pense, tout à l'heure. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ChatGPT. Il y a beaucoup de questions sur la perte d'emploi. Enfin, voilà. Et c'est une réalité, on ne peut pas la louper. Je pense que ChatGPT reste un outil, et comme tu l'as très bien dit, un levier. Je ne pense pas que c'est pour ça qu'on doit accélérer la course à la productivité. C'est pas produire encore plus avec ChatGPT, mais c'est ce qu'il faut. C'est dommage de dire ça, mais c'est une réalité. Produire aujourd'hui, en fait, faisons-nous aider de ChatGPT, quoi. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois. Mais je comprends totalement tes questionnements, et ils sont hyper pertinents et justifiés, et je crois qu'on se pose tous ces questions-là aussi dans la salle, quoi. Merci, Sarah, et à vous pour ces questions. Je propose qu'on applaudisse encore une fois Sarah. Et pour ces questions éthiques, parce que c'est vrai que c'est une question que beaucoup se posent, parce que voilà, fatalement, l'IA pose beaucoup de questions éthiques. C'est prévu qu'on a un sujet là-dessus, donc vous serez la bienvenue pour en discuter, et tout le monde d'ailleurs.